Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, nous allons prendre la direction de l'hémicycle du Sénat où les explications de vote du projet de loi de finances ne devraient plus tarder. Les sénateurs doivent en effet se prononcer sur la première partie du PLF, la partie recettes. Le vote devrait intervenir d'ici 2 heures environ. Sauf surprise, les sénateurs devraient rejeter pour la 4e fois un texte gouvernemental. On sait déjà que les sénateurs centristes et UMP vont voter contre ce projet de loi. Les sénateurs communistes vont s'abstenir, mais du coup, la majorité PS, écologistes et radicaux de gauche ne suffira pas à faire passer ce texte. Alors nous allons donc rejoindre l'hémicycle du Sénat pour suivre les explications de vote, mais avant cela, le gouvernement devrait demander une seconde délibération sur certains articles qui ont été retoqués par le Sénat, notamment l'article 6 qui concernait la taxation des plus-values des cessions d'entreprises, une taxe dénoncée par les entrepreneurs autoproclamés pigeons. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle et on se retrouve juste après le vote. Je pense que l'amendement a été distribué. L'amendement 442 rectifié, il est présenté par Monsieur le ministre pour le gouvernement. Merci Monsieur le Président. Cet amendement du gouvernement est traditionnel. Il est de nature purement technique puisqu'il prend en compte les amendements ou sous-amendements votés par le Sénat et tire les conséquences sur l'équilibre budgétaire des décisions ainsi prises. Premièrement, il convient de réviser à la baisse les recettes fiscales nettes de l'État à hauteur d'environ 700 millions d'euros. Permettez-moi de vous présenter cette révision par grande catégorie de recettes. Effet combiné, les amendements 1, 5, 76, 138, 408 ainsi que le rejet de l'article 6 de ce projet de loi de finances relatif aux revenus du capital conduisent à devoir réviser à la baisse les recettes nettes de l'impôt sur le revenu à hauteur de 275 millions d'euros. Les recettes de l'impôt sur les sociétés se trouvent aussi minorées de 160 millions d'euros suite au vote sur les amendements 9 rectifié bis et 143. Les recettes de TVA doivent également être revues à la baisse de 190 millions d'euros à la suite de l'adoption 438. Les recettes de la TICPE sont réduites d'un peu plus de 15 millions d'euros à la suite du vote de l'amendement 436. Les autres recettes fiscales baissent de 60 millions d'euros en conséquence des votes sur le déplafonnement de plusieurs recettes affectées à des personnes autres que l'État. S'agissant ensuite des prélèvements sur recettes, leur montant est minoré de 4 millions d'euros. L'amendement numéro 6 a créé en effet un nouveau prélèvement sur recettes. S'agissant maintenant des comptes spéciaux, leur solde est minoré de 15 millions d'euros. L'amendement à l'article d'équilibre que j'ai donc l'honneur de vous présenter procède enfin à une modification technique des plafonds de crédit et d'emploi de l'État. Mesdames et messieurs, à l'issue de votre première délibération, le déficit budgétaire, si cet article d'équilibre était adopté, serait donc porté à 61,9 milliards d'euros, soit une progression de 707 millions d'euros par rapport au texte issu des débats à l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis de présenter cet article d'équilibre. Merci, Monsieur le ministre, pour cette présentation. L'amendement 201 est présenté par Monsieur de Montgolfier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il s'agit d'un amendement qui était extrêmement important puisque du sort de cet amendement va dépendre tout simplement le choix de notre groupe quant au vote de la première partie. Très concrètement, tout simplement, tout simplement. Parce que très concrètement, nous proposons d'aider le gouvernement à aller plus vite dans ses engagements, de réduire les dépenses. Nous considérons en effet que le gouvernement a annoncé 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Et la question que nous nous posons à travers cet amendement, c'est pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Et par cet amendement, nous proposons tout simplement de réduire de 10 milliards d'euros les dépenses nettes du budget et par conséquent d'améliorer autant le solde. Alors pourquoi? Parce que nous considérons que l'effort d'assainissement des finances publiques ne peut reposer exclusivement sur les recettes et sur l'augmentation des impôts. Et nous proposons ainsi de suivre tout simplement les recommandations de la Cour des comptes, on en a parlé, les recommandations de la Commission européenne selon lesquelles l'effort doit reposer pour moitié sur les dépenses et pour moitié sur les recettes. Et grâce à cet amendement, nous pourrons équilibrer cet effort entre 20 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires et 20 milliards d'euros de réduction de dépenses. Je pense que cet effort est possible. Il est possible parce que le gouvernement nous considère d'ailleurs qu'il va le faire lui-même. Il nous l'a très récemment annoncé et il est indispensable, compte tenu de la dégradation récente de notre note,
compte tenu également des annonces, 257 000 chômeurs supplémentaires. Nous ne pouvons pas attendre la mise en œuvre de ces efforts supplémentaires de réduction de dépenses. Alors, monsieur le ministre, vous voulez nous dire sur quelles dépenses? Sur quelles dépenses nous pouvons faire porter cet effort de 10 milliards supplémentaires? Eh bien, pour cela, il faudra tout simplement adopter cet amendement, parce que si cet amendement est adopté, nous serions amenés à nous abstenir sur le vote de la première partie, et nous serions donc amenés à examiner la seconde partie. Et dans le cadre des crédits d'émission, eh bien, nous ferons des propositions très précises sur les missions sur lesquelles nous ferons porter nos réductions de dépenses. Alors, bien sûr, l'amendement du gouvernement vient d'être adopté, et bien sûr, nous pouvons rectifier l'amendement, mais avant, je voudrais entendre le ministre, parce qu'il est très clair que nous avons la ferme volonté de proposer des mesures d'économie supplémentaires. Et pour ça, il faudra évidemment adopter cet amendement. Merci, chers collègues. Alors, monsieur le rapporteur général, l'avis de la commission sur les deux amendements. D'abord celui du gouvernement. Monsieur le Président, mes chers collègues, ces deux amendements en discussion conjointe me conduisent à vous indiquer dans un premier temps que l'amendement présenté par le gouvernement vise à récapituler l'ensemble des dispositions qui ont été votées avec l'accord ou sans l'accord du rapporteur général et donc de la commission des finances. Le ministre nous a indiqué que cela dégradait le solde de plus de 700 millions d'euros, ce qui est sans doute beaucoup, vous en conviendrez. Mais il s'agit effectivement d'un amendement qui retrace la réalité des votes et dans ces conditions, bien sûr, je suis favorable puisque c'est un constat, c'est un moment de constat de l'ensemble des éléments de changement du budget. S'agissant du second amendement, celui présenté par le groupe UMP et que notre collègue de Montgolfier vient de vous présenter, bien entendu, je suis d'un autre avis, puisque notre collègue vient de nous dire nous préconisons 10 milliards d'économies de plus. Je ferai simplement 3 remarques. Le gouvernement a souhaité que dans le redressement des finances publiques, nous ayons une trajectoire qui, pour l'exercice 2013, le premier des 5 exercices à venir, on met d'abord l'accent sur les recettes et que pour les dépenses, on fasse appel à des réductions de dépenses dans les années à venir, pour une raison simple, c'est qu'il faut privilégier ce qui est le plus efficace en matière de redressement économique et de croissance. Et l'effet de levier sur les recettes est plus efficace que l'effet de levier sur les baisses de dépenses. Comme on veut tous augmenter la croissance, je pense qu'on ne peut que souscrire à cette volonté du gouvernement d'améliorer la croissance dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, s'il y a un objectif de 50-50 sur les 5 ans, parce que j'attire votre attention sur le fait que le déficit aujourd'hui est de 80 milliards dans notre pays, ce n'est pas nous qui l'avons créé, nous savons d'où il vient et qui en est responsable, eh bien il faudra que l'on atteigne des économies et des recettes supplémentaires de 80 milliards dans cette trajectoire des 5 années. Et dans ces conditions, le gouvernement s'engage sur 50-50, ce qui permettra effectivement de faire autant appel aux recettes et aux dépenses, mais dans un calendrier qui n'est pas tout à fait celui que vous suggérez. La deuxième observation que je souhaitais faire, c'est que nous avons sollicité, depuis 6 jours que ce débat a été engagé, nous avons sollicité le groupe UMP quant à savoir où on allait appliquer ces 10 milliards d'économies, sur quel registre de dépenses on allait procéder. Parce que, chers collègues, nous avons eu une discussion en commission depuis 3 semaines sur tous ces rapports successifs. Ils ont été tous adoptés par la commission, sauf 1 ou 2. Et je n'ai pas entendu, mes chers collègues, en commission des finances, des propositions émanant du groupe UMP visant à trouver 10 milliards d'économies. J'ai rien entendu. Il n'y a eu aucune proposition. Et aujourd'hui, on découvre tout d'un coup qu'on serait capable de trouver 10 milliards d'un seul coup, simplement parce qu'on a à justifier d'une posture politique et que l'on doit mettre en avant un slogan nous, on est davantage pour les économies. Mais, chers collègues, je suis désolé, vous êtes totalement incapables de nous dire où, quand, comment. Et dans ces conditions, l'amendement n'est pas sérieux. Très honnêtement,
Nous sommes ici dans un débat projet contre projet. Votre amendement n'est pas sérieux. Convenez-en, mes chers collègues. Et puis, il y a une autre raison qui renforce encore cette argumentation. La troisième raison, c'est que depuis 10 ans, on nous a annoncé que les programmes des différents gouvernements qui se sont succédés allaient aboutir à de nombreuses économies sur les dépenses. Cela fait 10 ans qu'on entend ça. Et en moyenne, au cours des 10 années passées, les résultats qui ont été obtenus par les majorités en place ont toujours été moitié moindres que les prévisions qui avaient été faites. Vous avez toujours failli dans les réalisations par rapport à ces ambitions que vous avez étalées depuis 10 ans face au pays. Et c'est bien la raison pour laquelle il y a eu, je crois, au vote des présidentielles du printemps dernier, une sanction qui a conduit à considérer effectivement qu'il y avait eu une forme d'inefficacité, une incapacité à redresser les finances publiques du pays. Et ceci se trouve aujourd'hui avéré et constaté par tous. Et ce n'est pas cette petite annonce que vous seriez capable de trouver 10 milliards d'euros d'économies en quelques heures qui va changer la donne. Vous avez failli dans votre mission de redressement des finances publiques. Ce gouvernement est courageux et a annoncé la couleur. Il a annoncé la couleur. Il se montre en capacité d'assumer l'impopularité, parce qu'il y a toujours de l'impopularité quand on veut redresser les finances publiques. Et nous souhaitons l'accompagner dans cet effort, l'accompagner dans cette ambition, parce qu'on sait très bien que si les finances publiques ne sont pas redressées et si on n'atteint pas l'objectif annoncé, on sait très bien sur qui ça va retomber. Ce sont les générations futures qui seront davantage mises à contribution. Il nous faut assumer aujourd'hui cet effort de redressement. C'est ce qui est proposé. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut rejeter cet amendement de façade. C'est du window dressing. On ne peut pas accepter cette façon de travailler. Et il faut rejeter cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement sur l'amendement 201. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui traduit, me semble-t-il, un fait peut-être surprenant, et qui est que la politique gouvernementale de maîtrise de la dépense publique rencontre l'assentiment du Parlement au-delà des rangs stricts de la majorité gouvernementale. Si vous voulez faire des économies, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices de l'opposition, c'est parce que vous estimez qu'effectivement, et nous en sommes d'accord, il n'est pas possible de redresser nos finances publiques uniquement par un effort fiscal. C'est parce que nous faisons cette analyse que, dans la loi de finances pour 2013, nous proposons certes un relèvement des recettes inévitable, mais aussi des économies, 10 milliards d'euros pour le budget de l'État, 2,5 au titre de l'assurance maladie. Cet effort est donc jugé manifestement insuffisant par le porte-parole du groupe UMP, et je trouve ce jugement peut-être un peu sévère si l'on compare ce qu'est ce budget pour 2013 avec ce qui fut fait ces 5 dernières années, quel que soit le critère que l'on choisisse. Prenons ce qui s'est fait en moyenne ces 5 dernières années. Ces 5 dernières années, l'évolution de la dépense publique sous l'empire de la majorité UMP a été une évolution de 1,3% d'évolution de la dépense publique en moyenne et chaque année. Les 5 années précédentes, c'était 2,3%. Nous proposons une évolution de la dépense publique de 0,6% en moyenne et chaque année, compte tenu des 10 milliards d'économies que nous serons amenés à faire pour financer le plan compétitivité. Certes, ça n'est qu'une intention, mais nous mettons en œuvre cette intention dès la première année budgétaire en faisant cette économie de 10 milliards d'euros. On peut aussi comparer ce que nous faisons pour la première année pleine de cette nouvelle mandature avec ce qui fut fait pour la première année pleine de mandature précédente. Car la loi de finances initiale pour 2008, que, Mesdames et Messieurs les sénateurs de l'UMP, vous aviez voté, je l'imagine, en tout cas pour ceux qui siégeaient dans cet hémicycle. Cette loi de finances pour 2008 se décomposait de deux façons. Sur le champ zéro valeur, l'évolution de la dépense fut de 1,5%, nous respectons zéro valeur. Et toutes dépenses de l'État confondues, nous proposons une augmentation de la dépense de 0,3%. La majorité UMP de l'époque avait voté une augmentation de la dépense de 3,3%, soit plus de 10 fois plus.
Donc que l'on compare en moyenne avec les 5 années précédentes, ou que l'on compare de première année à première année, il me semble que ce gouvernement et sa majorité gouvernementale s'apprêtent à faire est, me semble-t-il, plus appréciable, plus efficace, plus énergique, oui, plus courageux, merci Monsieur le rapporteur général d'avoir utilisé ce terme, plus courageux que ce qui fut fait par ceux qui, aujourd'hui, nous demanderaient de l'être davantage, mais qui, eux, l'ont été beaucoup moins. Et au nom de cela, et même si je comprends très bien les raisons pour lesquelles cet amendement est proposé, au nom de cela, je demande à la majorité du Sénat de rejeter cet amendement, tout en considérant les efforts que le gouvernement demande au Parlement, c'est-à-dire via le Parlement, à nos concitoyens, tout en considérant que cet effort, pour difficile et dur qu'il soit, est absolument nécessaire. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir probablement, Monsieur le Président, lorsque je reprendrai la parole, une fois que le vote aura été émis sur et ces amendements et cet article d'équilibre technique. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, nous allons voter sur le 442 rectifié. Explication de vote, Monsieur Delahaye. Sur le 440. Nous sommes sur le 442 rectifié. Sur l'amendement de M. de Montgolfier. Nous sommes sur l'amendement du gouvernement. Ah, oui, je peux faire l'explication de vote de toute façon pour les deux. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et mes chers collègues, nous ne sommes pas favorables à la logique qui prévaut à l'élaboration et à la présentation de cette loi de finances. Nous pensons que le matraquage fiscal qui est proposé est excessif. Il y a eu 7 milliards de plus d'impôts au mois de juillet dernier. On en propose 20 milliards dans cette loi de finances. Ça fait 27 milliards en très peu de temps. Et nous pensons que l'économie française va en subir de graves conséquences. Nous ne sommes pas les seuls à le penser, puisque j'ai un article de Jacques Attali, là, qui ne peut pas être soupçonné d'être un affreux réactionnaire de droite ou du centre, et qui nous dit qu'on peut taxer les plus-values et les revenus du capital comme le travail, c'est ce qui est proposé dans cette loi de finances, mais à condition que les taux ne soient pas confiscatoires. Or, en France, ils le sont. Personne ne peut avoir envie de travailler ni choisir d'investir dans un pays qui lui prend les 2/3 de ce qu'il gagne par ses efforts ou ses investissements. Si de tels taux sont mis en place, la France verra partir ses entrepreneurs, ses cadres et les centres de direction des entreprises. Et je crois que ce suicide fiscal, il est organisé dans cette loi de finances. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas l'accepter. Et notre logique, depuis longtemps, alors on peut parler effectivement des 5 dernières années, on peut parler des 10 dernières années, nous ce qui nous intéresse, c'est 2013 et c'est les années à venir. Et nous pensons que les efforts en dépenses doivent être beaucoup plus importants que ce qui est proposé. Vous nous dites 10 milliards, c'est 10 milliards de non-augmentation de dépenses. C'est-à-dire que vous, le fait de ne pas augmenter les dépenses, vous considérez que c'est des économies. Nous pensons d'ailleurs, comme le Président de la République, qu'il faut aller au-delà, parce que le Président de la République, dans une récente interview, a dit qu'il fallait 10 milliards de plus en 2013. Donc ce qui est proposé aujourd'hui, c'est d'inscrire dès maintenant dans la loi de finances ces 10 milliards supplémentaires. Et moi, je suis convaincu que ce n'est pas en quelques heures, mais en même quelques jours, quelques semaines, nous allons trouver ces 10 milliards dans le budget. Il y a de quoi faire dans le budget de l'État, il y a de quoi faire dans le budget des opérateurs. On l'a vu hier avec le Centre national du cinéma, sur lequel je suis sûr qu'on reviendra dans les mois et les années à venir, parce que je proposais de prendre 400 millions, de récupérer 250 millions. La majorité du Sénat ne l'a pas souhaité, mais je pense qu'on aura à y revenir. Et il y a d'autres opérateurs sur lesquels nous avons aussi moyen de récupérer de l'argent pour notre budget. Donc tout ceci fait que moi je voterai largement l'amendement de M. de Montgolfier et je souhaite qu'il soit adopté pour que l'on puisse continuer ici au Sénat à étudier les missions sur lesquelles nous aurons beaucoup de propositions à faire en matière de réduction de la dépense publique. Merci, chers collègues. Madame Deségo, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon, les discussions qui entourent cet article d'équilibre, la position des membres du groupe UMP doivent être étudiées en fait à l'aune des décisions et des résultats du précédent gouvernement. Car entre les quelques décisions sur lesquelles l'actuel gouvernement n'est pas revenu en arrière et celles de son prédécesseur, il y a de grandes différences qui se font déjà sentir.
En effet, l'objectif de réduction du déficit public, qui pour l'année 2010 avait été chiffré par le gouvernement à 7,7% du PIB, il s'est finalement élevé à 7,1%. Ça, ce n'est pas des prévisions, c'est des chiffres réalisés. De la même manière, le déficit public de l'année 2011 s'est établi à 5,2% du PIB, alors que l'objectif prévisionnel était de 5,7% et même 6% dans le programme de stabilité de fin 2010. Toujours pareil, des chiffres réalisés, pas des prévisions. La France fut le seul pays de l'Union européenne qui, dans le contexte de rebond de la crise, parvint à réduire son déficit budgétaire de près d'1 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale. Et le déficit structurel fut diminué de près d'1 point pour la première fois. Alors ces chiffres montrent, mes chers collègues, que le précédent gouvernement savait tenir ses engagements. Et cela malgré une crise économique sans précédent. Crise économique dont nous pouvons parler puisque désormais les responsables socialistes admettent enfin son existence après 4 longues années de déni. Autre symbole des engagements respectés du précédent gouvernement, la baisse des dépenses de l'État qui passèrent de 56,6% du PIB en 2010 à 55,9% du PIB en 2011. Et en 2011, ce fut la première fois depuis 1945 que les dépenses de l'État diminuèrent. Alors, ce qui nous différencie, Monsieur le Ministre, c'est que bien sûr, vous avez pris des chiffres sur 5 ans, incluant les dépenses liées au plan de relance. Bon, moi j'ai pris des chiffres chaque année et les chiffres réalisés. C'est ce qui nous, je crois que c'est quand même plus honnête. On est bien d'accord qu'il y a eu de nombreuses années où les efforts ont été insuffisants à gauche comme à droite d'ailleurs. Et donc moi, ce que j'ai donné comme résultat, c'est vraiment les chiffres enregistrés et non pas les prévisions, mais on en reparlera. À cela, on pourrait ajouter le respect de l'ONDAM. On notera aussi les résultats pour l'année 2011 où les dépenses sont estimées à 166,7 milliards d'euros, inférieur d'environ 400 millions d'euros à l'objectif. En comparaison, mes chers collègues, quelles mesures ont été prises par le gouvernement actuel depuis que celui-ci est aux responsabilités? Ah oui, on pense d'abord à la hausse des allocations de rentrée scolaire, que l'on sait hélas ne sont pas toujours utilisées par les parents pour les frais d'équipement scolaire des enfants. Ben oui, mais c'est la vérité. Et il est à ce titre regrettable que le gouvernement n'ait pas pensé à se doter d'une petite calculette un peu plus performante. Car la hausse des effectifs aussi dans la fonction publique, et notamment les 65 000 postes promis par François Hollande sur 5 ans, va annihiler pour moitié les efforts réalisés lors du précédent quinquennat qui avait vu la suppression de 152 000 postes. Cette décision qui n'a été l'exigence de personne, va coûter à l'État 2,5 milliards d'euros, soit le quart de l'effort supplémentaire demandé au gouvernement. À cela vient s'ajouter les 2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires qu'induit l'augmentation insignifiante du SMIC, qui se décompose en effet en 600 millions d'euros pour l'État employeur et 1,4 milliard d'euros d'allègement de charges en plus sur les bas salaires. Un coût très important pour une hausse très faible de 6,50 € par mois seulement, hors inflation pour les salariés qui touchent le SMIC. Ce qui est bien peu de choses en comparaison de la perte subie par l'arrêt de la défiscalisation des heures supplémentaires. Là encore, aucune urgence ne pouvait justifier une telle mesure. Dernier élément que je souhaite évoquer pour mettre en lumière la promotion de la soi-disant justice sociale mise en application par l'actuel gouvernement, vient la baisse de la TVA pour certains secteurs d'activité comme le livre et le spectacle vivant. Outre le fait que les professionnels de ces secteurs soient de formidables leaders d'opinion, qu'ils participent à la vie associative et qu'ils soient très influents dans leur milieu, il n'y a aucune justification pour que ces activités soient favorisées lorsque toutes les autres doivent fournir des efforts. C'est un exemple anecdotique, ok, mais révélateur. Et c'est pour toutes ces raisons, pour ma part, que je voterai en faveur de l'amendement du groupe UMP, excellemment bien présenté par Albéric de Montgolfier. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Delège pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
J'ai bien entendu les explications du rapporteur et du ministre par rapport à l'amendement proposé par M. de Montgolfier. Je dois vous dire que j'ai été assez étonné de l'argumentation qui consiste à ne pas répondre sur l'amendement de M. de Montgolfier, mais à vous référer au passé. Et je suis d'autant plus étonné que je ne peux pas oublier le nombre de fois où vous avez reproché au gouvernement précédent de ne pas dépenser plus. Vous êtes donc malvenu aujourd'hui de venir nous expliquer que vous trouvez que la situation de notre budget et son déséquilibre ne serait pas tout à fait ce que vous aviez imaginé. Cet amendement, il exprime très clairement, et il était important qu'il soit présenté à cet instant, il exprime très clairement que, selon nous, vous faites faute route, refusant à l'évidence de vous attaquer à la dépense, et c'est ce qui est apparu tout au long de cette discussion. Le discours d'avant le 6 mai, je voudrais le rappeler, taxons les riches et les entreprises du CAC 40. Je note que vous ne le tenez plus, vous nous parlez maintenant de pacte de compétitivité, mais en attendant, ce budget 2013 est bien inspiré par ce discours que vous avez oublié, que semble-t-il vous regrettez par moments, mais en tous les cas, il en est la traduction. Je voudrais également noter que vous nous expliquez on va augmenter les impôts parce qu'au fond, l'augmentation des impôts, c'est moins récessif que la diminution de la dépense. D'abord, ça reste à prouver, mais je note que le rapporteur général nous a expliqué qu'on allait sur une période sans doute revenir à un juste équilibre. Mais vous fondez cet équilibre sur des prévisions dont nous savons tous, et vous les premiers, qu'elles sont peu réalistes. Et quand j'entendais le rapporteur général nous dire que nos prévisions ne se sont pas toujours réalisées, je voudrais, chers collègues, avec vous, former un vœu. C'est que les prévisions que vous avez inscrites dans la loi de programmation budgétaire se réaliseront, parce qu'elles conditionnent effectivement le retour à l'équilibre, et nous savons d'ores et déjà que ces prévisions sont fausses et que, par conséquent, ce budget est tout à fait insincère. Et donc je remercie M. de Montgolfier d'avoir présenté cet amendement, car effectivement, il marque qu'il y a une différence entre vous et nous. Nous pensons qu'il faut s'attaquer aux dépenses, et vous continuez à penser que l'avenir est dans la dépense publique. Merci, cher collègue. La parole est à M. Marini pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, puisque les deux amendements du gouvernement et d'Albéric de Montgolfier sont en discussion commune, je vais indiquer ma position sur l'un et sur l'autre. S'agissant de l'amendement du gouvernement, il reprend les votes intervenus, il les collationne et, sachant que je me suis opposé, comme mon groupe, à la plupart des articles qui ont été votés, il va de soi que je voterai contre cet amendement du gouvernement, même s'il est technique, car ceci traduit, on le comprendra, une opposition politique. Maintenant, l'amendement d'Albéric de Montgolfier. J'y suis favorable, même s'il ne détaille pas de manière précise l'imputation de l'économie. Mais non, ce n'est pas Éric Doligé, c'est Jérôme Cahuzac. Car, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire, pouvez-vous me dire, mais laissez-moi, je vous en prie, aller au bout de ma question. C'est une question que j'adresse au ministre du Budget. Et je lui demande, Monsieur le Ministre, pouvez-vous me regarder dans les yeux, n'est-ce pas? Et pouvez-vous me dire que l'année prochaine, au cours de l'année 2013, vous ne serez pas amené à proposer la même économie? Et je m'explique. L'année prochaine, la croissance, est-ce qu'elle sera de 0,8 %? L'année prochaine, est-ce qu'il ne faudra pas inspirer confiance et aux agences de notation, et aux marchés, et à tous les investisseurs? Et est-ce que ça ne nécessitera pas de devoir faire des efforts? L'année prochaine, Monsieur Cahuzac, est-ce que vous ne serez pas contraint
de venir avec un deuxième collectif budgétaire, puisqu'il y en a un premier qui est déjà annoncé, pour nous proposer des économies budgétaires. Et là, c'est vous qui boirez la potion amère, et c'est vous qui répartirez les économies, mission par mission, et ce sera votre devoir de le faire. Alors, nous n'anticipons qu'un tout petit peu avec l'amendement d'Albéric de Montgolfier, et il est tout à fait naturel que nous le votions. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Fortassin pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous assistons à un moment intéressant. D'un côté, un numéro théâtral de haute volée de la part du Président de la Commission des Finances, et puis un numéro de prestidigitation fabuleux de M. de Montgolfier, sorte de David Copperfield de la finance, qui est en train d'essayer de nous faire oublier que vous étiez aux responsabilités. Alors, évidemment, pendant cette période, pratiquement la dette abyssale a doublé, et en plus, vous avez eu la théorie facile du cadeau fiscal. On est même arrivé à ce qui peut apparaître comme pittoresque, à savoir que des gens qui avaient déjà payé leurs impôts, on les a remboursés. Est-ce que vous pouvez me citer parmi ceux-là l'un d'entre eux qui est emprunté pour payer les impôts? Certainement pas. Et puis, de grâce, vous savez très bien que quand on exerce des responsabilités, la première des responsabilités à avoir, c'est de voter les recettes. Car, en définitive, n'importe quel de nos concitoyens au café du commerce est capable de vous dire qu'il faut tailler dans les dépenses. C'est incontestablement très facile et on a un effet non pas de surprise, mais face à l'auditoire qui est toujours très apprécié. Mais je ne voterai pas, bien entendu, cet amendement, car après tout, le courage, c'est de voter les dépenses, les recettes, et de voir comment on peut, bien sûr, ensuite, au mieux, faire en sorte que les dépenses ne soient pas excessives, mais ne pas tailler comme cela, de façon arbitraire. Ça n'honore pas nécessairement des gens qui, par ailleurs, sont particulièrement estimables. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Doligé pour explication de vote. Oui, malheureusement, je ne vais pas trouver les 10 milliards comme ça rapidement, mais je voudrais quand même faire un certain nombre de remarques. Alors effectivement, on nous ressort toujours la sanction du mois de mai. Effectivement, s'il n'y avait pas eu la sanction du mois de mai, vous ne seriez pas majoritaire ici ou ailleurs. Et donc, non, mais on l'accepte. Ceci étant, je vous ferai remarquer que s'il y a eu cette sanction au mois de mai, c'est peut-être parce qu'il y a eu énormément de promesses qui ont été faites et qu'en ce moment, vous n'êtes pas en train de les tenir. Et je vous permets de regarder toute la liste des promesses qui ont été faites par le candidat et vous pourrez cocher celles qui ne sont pas tenues et les marches arrière que vous faites. Deuxièmement, M. Marc nous reproche en commission des finances, nous dit toutes les missions ont été votées. Oui, les missions ont été votées par la majorité. Je vous ferai remarquer que vous êtes majoritaire et qu'à chaque fois qu'on fait des propositions d'amendement, elles ne passent pas. Donc, vous êtes majoritaire, c'est le fait majoritaire, donc venez pas nous reprocher que les missions aient été votées. Je vous rappellerai aussi que lorsque nous étions majoritaires, je n'ai pas vu une seule fois où vous n'ayez pas demandé sur des missions des augmentations de crédits et de dépenses. Systématiquement, vous n'avez jamais cherché l'année dernière et l'année d'avant, quand on essayait de faire des économies, à nous aider à faire des économies. Donc c'est quand même une situation assez particulière que de nous reprocher certaines positions. Alors M. Montgolfier nous propose 10 milliards d'économies. Je vous rappellerai que Monsieur le ministre nous a dit il y a quelques instants, ou je crois Monsieur le rapporteur, les 10 milliards d'économies que nous serons amenés à faire. Vous ne nous dites pas où, quoi et comment. Vous nous faites une masse globale de 10 milliards d'économies et vous nous dites vous venez de sortir 10 milliards.
Je vous rappellerai que l'on a eu dans les 15 jours qui ont précédé, et là le David Copperfield, effectivement ça pouvait peut-être s'appliquer, le rapport Gallois. Il est quand même arrivé du jour au lendemain et on nous a proposé un certain nombre de dispositions nouvelles du jour au lendemain. En ce qui concerne la TVA, on nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse de TVA et du jour au lendemain, on nous a annoncé une hausse de TVA. Il me semble, Monsieur le Ministre, qu'un jour, lorsque vous étiez en audition, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en commission des finances, derrière la petite table avec le tapis vert, on vous avait posé la question, est-ce qu'il y aura une hausse de TVA? Et vous nous avez dit, non, 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 il n'y aura pas de hausse de TVA. Oui, oh non, en commission des finances, bah oui. 8 jours après, on nous a annoncé qu'il y aurait une hausse de TVA qui arriverait prochainement. Ben si, donc elle va arriver. Bon, donc finalement, vous nous annoncez sans arrêt des nouveautés qui n'étaient pas prévues à l'origine dans nos premières discussions et des charges nouvelles et des prélèvements nouveaux. Nous vous proposons de faire en sorte de faire des économies. Et je pense qu'il y a des économies sérieuses à faire si l'on veut regarder de près un certain nombre de budgets et de capacités. Quand vous regardez les décisions qui sont prises au niveau national et que l'on applique aux collectivités, je pense aux départements entre autres, mais dans bien d'autres domaines, où tout ce qui a trait aux rémunérations est décidé au niveau national, on doit les appliquer au niveau local. Tout ce qui a trait aux prestations est décidé au niveau national et on doit l'appliquer au niveau local. On n'a pas la possibilité de faire en sorte que les prestations ne soient pas forcément tout à fait les mêmes sur l'ensemble du territoire national dans un certain nombre de domaines. Je vous rappelle que quelqu'un qui touche le RSA à Paris a certainement beaucoup plus de difficultés que celui qui touche le RSA en province dans un certain nombre de départements. Donc probablement qu'il y a des économies à faire au niveau d'un certain nombre de collectivités et sur lesquelles on pourrait travailler dans les mois à venir ou dans les semaines à venir pour contribuer aux 10 milliards d'économies. Donc la proposition qui a été faite par notre collègue Albéric de Montgolfier est une proposition qui est tout à fait réaliste et raisonnable et nous vous demandons de pouvoir y travailler. Si vous êtes d'accord, mais a priori vous nous avez dit que vous n'étiez pas d'accord, c'est dommage parce qu'on se serait abstenu et ça aurait permis d'aller plus loin et de vous faire un certain nombre de propositions. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Foucault pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis le début de la session et depuis le début de la discussion, les parlementaires du groupe CRC, des parlementaires responsables, ont formulé un certain nombre de propositions que je ne vais pas évidemment rappeler ici. La discussion s'est faite. Mais la ligne de ces propositions, elle était connue d'avance. Il fallait de la recette, des recettes supplémentaires pour pouvoir justement avancer de façon progressiste face aux problèmes que connaît notre pays. Alors à partir de là, à partir de ces propositions, mais à partir aussi, mes chers collègues, de l'excellent travail qui avait été accompli ici même l'an dernier par la majorité de gauche au Sénat, constituait, de notre avis, constituait la base de cette démarche. Une démarche porteuse d'évolutions structurelles fondamentales des recettes de l'État en vue de définir les contours d'une loi de finances audacieuse, d'une loi de finances porteuse d'une dépense publique riche, mais riche d'impulsions économiques et bien sûr riche de croissance. Je ne vais pas revenir sur l'article 6, sur ce milliard perdu. Je ne vais pas revenir sur l'ISF, avec ses 900 millions de perdus. Chers collègues, l'année dernière, vous avez proposé une série de mesures portant sur l'imposition des sociétés dont le produit attendu est de 8 milliards d'euros. Mais souvenons-nous, souvenez-vous, la majorité de gauche du Sénat avait défini l'an dernier une réforme de l'IS
rapportant 20 milliards, ce que nous avions fait ensemble. 20 milliards que cela a rapporté d'euros, dont en particulier un projet sur la part de financement des entreprises réalisé en commun. Voilà ce que nous avons dit pendant cette première partie de la loi de finances. Respectons ce sur quoi nous nous étions engagés. Et je ne vous ferai pas le grief de citer des noms ici, où l'année dernière certains disaient la règle d'or. Mais ce n'est pas possible. Même la Commission européenne n'en veut pas. D'autres qui disaient 3%, les 3%, arriver à 3% du déficit, ce n'est pas possible. Et nous citer des textes de journaux et des rapports d'économistes. Voilà, mes chers collègues, pour ne pas avoir été au bout du gué, pour ne pas avoir été au bout de cette démarche, nous voici aujourd'hui face à un texte qui, justement, un texte à force de s'arrêter au milieu du gué, finit par se noyer, et se noyer dans les eaux troubles d'un équilibre budgétaire précaire. Et on en est à écouter la droite qui a mis le pays dans l'état que l'on connaît. Parce que, en même temps, mes chers collègues, nos propositions qui ont été rejetées l'ont été par le gouvernement, mais l'ont été aussi par la droite. Cette droite qui a amené le pays dans l'état dans lequel il est. Cette loi sénatoriale qui a voté, vous le savez, ce qu'elle a voté ces dernières années, je dirais une droite restée comme elle est, égale à elle-même, qui continue et qui a continué et qui encore la continue dans l'amendement qui est présenté par Monsieur de Montgolfier, qui continue contre l'égalité devant l'impôt et contre la dépense publique, et à Monsieur Marini, le président de la commission finances, qui parle de potion amère, mais qui a fait boire la potion amère au peuple de France, si ce n'est cette droite et la politique de droite qui a engendré les méfaits que l'on connaît aujourd'hui dans notre pays. Alors, quand on redonne 700, oui, mais je peux, hein, vous le savez. Quand on redonne 750 millions d'euros aux pigeons, quand on donne 300 millions au groupe du BTP concessionnaire de programme PPP, quand 900 millions aux contribuables de l'ISF, évidemment ensuite, mes chers collègues, Monsieur le ministre, il ne reste plus beaucoup d'espace pour le reste. Alors je vous dis, et je termine là-dessus, Monsieur le ministre, sauf évolution sensible, nous ne pourrons évidemment pas voter cet amendement de récapitulation. Merci, cher collègue. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe UMP sur l'amendement 442 rectifié du gouvernement. Je vous rappelle que l'avis de la commission est favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre remettront un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert.
Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Résultat du scrutin numéro 47 sur l'amendement numéro 442 rectifié à l'article 45. Nombre de votants 338. Nombre de suffrages exprimés 318. Majorité absolue des suffrages exprimés 160. Pour l'adoption 155. Contre 163. Le Sénat n'a pas adopté. Nous allons donc voter sur l'amendement 201. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article d'équilibre. Avant de vous faire voter sur cet article, je voudrais vous rappeler qu'il y a en réalité deux votes. Le premier sur l'article d'équilibre et le second sur la première partie. Si le Sénat n'adopte pas l'article d'équilibre, il ne pourra pas, sauf demande de seconde délibération portant sur cet article, voter en faveur de la première partie. En effet, en application de la loi organique, et comme l'a précisé le Conseil constitutionnel, la première partie doit avoir été adoptée en celle de ces dispositions qui constituent sa raison d'être, et il en est ainsi de l'article qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l'équilibre. Il s'agit donc d'un vote de cohérence. En revanche, si le Sénat adopte l'article d'équilibre, il pourra se prononcer pleinement pour ou contre la première partie. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Adno. Bien, Monsieur le Président, peut-être j'ai pas bien suivi, mais le vote précédent, c'était bien le vote sur l'amendement du gouvernement qui tirait les conséquences d'un certain nombre de choses et il n'a pas été adopté. Si l'amendement du gouvernement n'est pas adopté,
il n'y a plus d'article d'équilibre. Donc j'aimerais qu'on m'explique. En tout cas, je voudrais vous dire mon sentiment sur l'article 45. Je voudrais que personne ne préjuge de ma position par rapport à l'ensemble de ce projet de loi de finances. Mais je considère que le Sénat, s'il ne poursuivait pas la discussion jusqu'à son terme, serait en dehors de ses responsabilités. Il me paraît absolument nécessaire que, sans obligatoirement dire que nous sommes d'accord avec ces différentes choses, mais quand même l'article d'équilibre, il tire les conséquences des différents votes. Vous avez obtenu ici, avec un peu de là-bas, la suppression de certains articles qui vous déplaisaient. Alors maintenant, on ne voterait pas l'article d'équilibre pour pouvoir continuer la discussion? Je pense qu'il faut être cohérent. Moi, si quelqu'un, dans mon budget, me disait au milieu du gué, ben non, on n'adopte pas les recettes et comme ça on ne discute pas de ce qu'on va faire dans le budget et on ne pourrait pas conduire les affaires, eh ben je pense qu'aucun d'entre vous, dans aucune de vos collectivités, vous n'accepteriez que ça se passe comme ça. Et donc moi je pense que sans partager ce qui a été décidé, nous devons au moins nous abstenir pour laisser se poursuivre la discussion. Merci, cher collègue. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe UMP sur l'article 45. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre remettront un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Est ouvert. L'article est en suspension. Est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite, mesdames et messieurs les secrétaires, à procéder au dépouillement du scrutin.
Nous quittons un instant l'hémicycle du Sénat. Cet amendement aura donc été rejeté. Je suis à côté de Jean Arthuis, sénateur UDI centriste de UC de la Mayenne. Bonsoir. Alors, la séance a été suspendue car le gouvernement, je vous le disais au début de cette séance, demande une deuxième intervention sur l'article 6 qui concernait la taxation des plus-values sur les cessions d'entreprise. Un mouvement, une taxe qui avait été dénoncée par les entrepreneurs autoproclamés pigeons. Est-ce que c'est une bonne chose de demander un second vote sur cet article 6 qui avait été retoqué par le Sénat, Jean Arthuis? Le gouvernement, dans un premier temps, a tiré les conséquences des votes du Sénat et proposé une nouvelle présentation de l'article d'équilibre. Mais cet article rectifié a été rejeté par le Sénat. Par conséquent, on se retrouve avec l'article d'équilibre tel qu'il résultait des votes de l'Assemblée nationale, mais qui ne correspond pas au vote du Sénat, au vote sur les recettes, sur les articles de la première partie. Et donc on est là dans une situation qui est complètement bancale, c'est clair. Alors le gouvernement utilise ses prérogatives qui montrent bien les limites du Parlement en France. C'est-à-dire qu'il va demander la correction de tous ces articles que le Sénat avait votés contre l'avis du gouvernement pour rétablir le texte que souhaite le gouvernement, et ceci dans un vote bloqué. C'est-à-dire que c'est à prendre ou à laisser, ça passe ou ça casse. Et pourtant, à quoi ça va servir de demander une seconde délibération sur tous ces articles quand on sait que peut-être d'ici 2 heures, les sénateurs vont rejeter la première partie du PLF, enfin du moins la partie recettes? C'est, je pense, pour le gouvernement l'occasion de manifester sa détermination. Que va-t-il se passer? Je n'en sais rien. Peut-être que le gouvernement appelle sa majorité potentielle. Mais je ne sais pas comment vont réagir les représentants du groupe communiste et citoyen. On rappelle qu'ils s'abstiennent. Il y a encore des espoirs, selon vous, qu'ils changent d'avis? Je ne me rends pas compte, mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont déterminés à s'abstenir. La plupart des sénateurs centristes vont voter contre la première partie, donc la partie recettes. Vous faites partie de ceux qui allaient vous abstenir. Vous auriez souhaité que la discussion aille à son terme ici au Sénat? Oui, mais comme le gouvernement a manifesté une franche hostilité à l'idée de réduire le niveau des crédits de dépenses, je vais voter contre l'article d'équilibre. Mon groupe s'est réuni hier et très majoritairement a souhaité voter contre parce que c'est un matraquage fiscal. Et à titre personnel, je dois dire que je regrette beaucoup, au moment où le chômage explose, que les mesures de compétitivité n'aient pas été inscrites dès l'origine dans ce projet de loi de finances pour 2013 et que ce que l'on va voir demain ou après-demain, c'est-à-dire un crédit d'impôt très compliqué avec un allègement de 10 milliards seulement, tout cela est très en deçà de ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour susciter un choc de compétitivité et recréer suffisamment d'emplois. Si la seconde partie consacrée aux dépenses n'est pas examinée par les sénateurs, est-ce qu'il y a un risque que la réserve parlementaire ne soit pas votée? Très franchement, je ne crois pas. On a vu des situations identiques dans le passé. Le gouvernement prendra ses responsabilités. En tout cas, l'agitation de cette cravache ou je ne sais pas quelle menace est dérisoire. Je veux dire que ce n'est pas ça qui détermine nos votes. Bien, je vous remercie Jean Arthuis d'avoir répondu à nos questions. Merci pour vos éclairages. Vous allez donc en commission, car je vous rappelle que la commission des finances s'est réunie à la demande de son président Philippe Marini. Le gouvernement a donc demandé une seconde délibération sur cet article 6 qui concernait la taxation des plus-values des cessions d'entreprise. Nous viendrons bien entendu dans notre édition de 19h et dès que la séance reprend, nous vous ferons vivre bien entendu en direct le vote de ce projet de loi de finances. À tout à l'heure.